Donc nous allons aborder le débat numéro 4. Quel prix un médicament vaut-il vraiment? Et je fais appel à Éric Bazeilhac, Agnès Buzyn, Laurent Degos, Dominique Polton, Christian Saout et le modérateur sera Yves Juillet. Je ne vous avais pas vu. Vous êtes avec nous au dîner, hein? Oui, comme ça, des contracts. Hein. Avec Dominique. Ne lisez pas vos notes. J'ai fait que non. J'entends que je mets deux petites pages. On est proches les uns des autres, c'est sympathique. On est proches. C'est pas mal. Bien, bon après-midi à toutes et à tous. Nous allons essayer de vous faire un débat dynamique. Alors, je vais rapidement présenter les personnes qui sont avec moi cet après-midi, en ce début d'après-midi. À ma droite, donc, Agnès Buzyn, qui est présidente de la Haute Autorité de Santé, Dominique Polton, qui est conseiller du directeur général de l'ACNAM, Laurent Degos, qui est universitaire, membre de l'Académie de médecine, vice-président de l'Institut Pasteur et plein de choses. Ancien président de la Haute Autorité de Santé, Christian Saout, qui est secrétaire général délégué du CIS, et Éric Bazeilhac, qui est directeur des affaires économiques et internationales du LEM. Alors, plutôt que de faire une introduction, ce que je vous propose, c'est de passer directement le petit dessin animé qui a été préparé par l'organisation et que je n'ai pas vu. Par contre, j'en suis un petit peu en partie responsable dans la mesure où j'ai été interviewé et que c'est à partir de cette interview qu'a été fait le dessin animé. Quel prix un médicament vaut-il vraiment? De nos jours, les gens savent le prix de tout, mais ne connaissent la valeur de rien, disait déjà Oscar Wilde. 1,50 € la boîte de comprimés blancs effervescents, 32 € les 3 plaquettes de pilules roses et 3 500 € la boîte de gélules beige. En apparence, la logique qui détermine le prix de vente d'un médicament semble impénétrable. Le coût de fabrication, il n'est même pas déterminant. L'explication est plutôt à chercher du côté de la valeur thérapeutique du médicament, des progrès réels qu'il apporte aux patients par rapport aux produits existants. Le prix exorbitant d'un médicament comme le Sovaldi, 41 000 € la cure de 3 mois, s'inscrit dans ce schéma. En quelques semaines, le Sovaldi guérit de l'hépatite C, une maladie invalidante dont on était atteint à vie il y a encore quelques années. L'amélioration du service médical rendu est donc indéniable. Et les 41 000 € à débourser semblent tout de suite plus acceptables si l'on garde en tête ce qu'aurait coûté une immobilisation prolongée des malades, un traitement au long cours jalonné d'hospitalisation et la survenue éventuelle d'une cirrhose ou d'un cancer du foie. Un autre facteur participe au sentiment d'inflation des prix. Les médicaments qui sont mis au point sont toujours plus pointus, visant des pathologies qui touchent des populations de plus en plus ciblées. Or, c'est mathématique. Moins les patients sont nombreux, plus l'innovation qui a nécessité de longues années de recherche sera chère pour être rentable et permettre d'investir à nouveau. De plus, si les constructeurs automobiles peuvent rapatrier leurs voitures défectueuses pour les remettre à niveau, le risque de retrait définitif d'un médicament planera de plus en plus sur l'industrie pharmaceutique. Précaution oblige. Les traitements conçus pour des millions de malades n'ont pas à être chers, contrairement aux traitements personnalisés pour lutter, par exemple, contre une forme bien spécifique de cancer du poumon, ne concernant que quelques milliers de personnes chaque année. Face à l'arrivée de traitements toujours plus pointus et plus chers, la vraie question finalement est peut-être celle de la pérennité du système, et notamment celle du remboursement de produits sans service médical rendu suffisant, ni service sociétal avéré. À l'avenir, les prix des produits de santé, médicaments et matériel inclus, devront être évalués sur leurs résultats globaux. Bien, alors, écoutez, je pense que le débat est lancé par ce dessin animé. Et en fait, le problème posé, très clairement, c'est ces différences de prix. On voit en effet des produits anciens qui sont très peu chers, et même pas chers du tout. Et puis, on voit des produits nouveaux qui sont excessivement chers. Alors, la question, c'est le niveau entre les deux, le fait qu'il y a des différences énormes, et de savoir si ces différences sont réellement justifiées. Alors, je vais donner la parole d'abord à Éric Bazeilhac pour qu'il nous donne un point de vue industriel, et à partir de là, les membres de la table ronde vont pouvoir réagir. Oui, je crois que tu as très bien planté le décor.
C'est vrai qu'on a un regard aujourd'hui qui est obnubilé par le prix de l'innovation, le prix de ces médicaments très innovants qui nous arrivent par vagues successives rapprochées. C'est une très bonne nouvelle pour les patients. Mais la régulation du prix en France est particulièrement dynamique, de sorte que dans une pharmacopée, on voit coexister effectivement des prix élevés et des prix beaucoup plus bas. La grande majorité des prix du médicament en France est faible. Je voudrais rappeler que dans ce pays, on peut guérir d'un ulcère de l'estomac pour moins de 10 €, on peut guérir d'une pneumonie aiguë pour moins de 20 €, et on arrive à se prémunir de 12 maladies extrêmement graves, voire mortelles, par des vaccins pour quelques centaines d'euros sur la vie entière. Donc le sujet, je pense, qui nous anime aujourd'hui, c'est le sujet de cette petite partie de la pharmacopée, mais elle est extrêmement importante, que représente l'innovation thérapeutique. Et là encore, il y a deux questions. Si la question est comment est-ce qu'on fixe le prix du médicament en France, la réponse est très académique, tout le monde la sait. Je pense qu'il ne faut pas passer beaucoup de temps à ce débat là-dessus. La vraie question, moi, celle qui nous interpelle, nous industriels, et on aurait tort de ne pas se sentir interpellés, de ne pas y répondre, c'est la question de savoir comment les industriels élaborent le prix du médicament, de l'innovation thérapeutique qu'ils vont porter dans la négociation face au comité économique des produits de santé. Je voudrais peut-être, en deux phrases, commencer à exprimer ce point de vue de l'industriel, la manière dont il élabore son prix, parce que je crois que la pédagogie est nécessaire. Et c'est notre faute de ne pas l'avoir fait suffisamment tôt. On ne peut pas comprendre la manière dont un industriel regarde le prix d'un médicament sans comprendre que le médicament, pour lui, est avant tout le fruit d'un très long, très risqué et très coûteux parcours de recherche et développement. Long, risqué, coûteux, il y a ces trois adjectifs dans le prix que propose l'industriel à la négociation avec le CEPS. Tout le monde sait ou ne sait pas que pour mettre au point un Airbus, il faut 6 ans. Pour mettre au point un médicament, il faut 12 ans. 12 ans. Économiquement, ça veut dire qu'il va se passer 12 ans entre le premier euro investi et le premier euro gagné. C'est une première notion très importante. Le risque, vous savez, le taux de probabilité d'arriver en fin de parcours de développement, passer toutes ces étapes, c'est 7%. 7%. Et en cancérologie, madame, je crois savoir, ce sont des chiffres assez actualisés, qu'on peut se planter encore à l'issue d'une phase 3 en cancérologie dans un cas sur 2. Le coût, tout le monde le sait, il y a des tas de publications sur le sujet, c'est environ 1,5 milliard de dollars pour arriver à trouver et développer une molécule, la mettre sur le marché, et on sait l'hétérogénéité formidable qu'il y a là-dessus. Alors, toute cette approche, et j'en conclus par là, cher Yves, elle récuse l'idée qu'on puisse convenir du juste prix d'un médicament de manière analytique. Ça ne peut pas être la somme des coûts des matériaux qui l'ont composé comme on le ferait avec une baguette de pain. Je dis même que ça ne peut pas être les coûts de R&D dont je viens de parler, auxquels on pourrait ajouter une marge, un pourcentage. Parce qu'on ne sait pas individualiser ces coûts de R&D par produit, parce qu'on ne sait pas les individualiser par pays. Et puis, et j'en termine par là, parce que, au fond, le prix de l'innovation d'aujourd'hui, celui qu'on négocie âprement avec le Comité économique des produits de santé, eh bien, c'est l'investissement qu'on fera dans l'innovation de demain. Bon, c'est bien, mais si l'on regarde la réalité des chiffres, ce que tu viens d'exprimer, c'était vrai quand même il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'était déjà 10 ans, c'était déjà beaucoup d'argent et c'était beaucoup de difficultés. Et c'était beaucoup de produits qui n'arrivaient pas en fin de développement. On voit quand même, au cours de ces 5 dernières années en particulier, des médicaments dont le prix est devenu vraiment très élevé. Alors peut-être Christian Saoud, un commentaire. Oui, du côté des citoyens, je pense qu'on a un sentiment beaucoup plus complexe que celui-là. D'abord, on nous dit qu'on ne peut pas expliquer les différentes composantes du prix, on ne peut pas isoler le produit de base, des efforts de R&D et du reste. Bon, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais à force de ne pas expliquer, évidemment, l'imagination galope. Et qu'est-ce qu'on observe au fond des rachats d'entreprises les unes après les autres à coût de centaines de milliards de dollars. Enfin, je ne m'a pas échappé là, quelques jours qu'on se proposait une entreprise de racheter les autres pour 130 milliards. Donc on dit que le médicament est cher pour innover. Enfin, il y a manifestement des disponibilités. Et manifestement, on rachète des entreprises à grands frais. Et puis, on a le sentiment qu'on est rentré dans une logique de financiarisation et que le prix du sofosbuvir aujourd'hui est à peu près équivalent au prix du rachat de la start-up. Et puis on voit surtout des médicaments anciens, Yves,
dont les prix flambent pour faire monter une cote boursière. Donc le citoyen se dit, voilà, on fait au fond de la finance, on fait de la spéculation avec l'argent de la solidarité. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un hiatus. Voilà, qu'à un moment donné, ça soit compliqué pour les gens, si en plus on leur dit, mais vous n'aurez pas ce médicament-là parce qu'il n'est pas pour vous. Les gens, ils vous disent, mais moi j'ai cotisé à l'assurance maladie pendant 30 ans, 35 ans, et je ne peux pas avoir le sofosbuvir parce que je suis en niveau 1 ou 2, etc. Mais c'est inentendable pour les gens. Vous avez acheté une assurance, vous payez une assurance. Je pense que personne ne regarde sur son bulletin de paye combien ça coûte. Hein. Franchement, c'est un peu plus cher qu'une police d'assurance des biens. Hein. Donc voilà, et on a payé ça pendant 35 ans, et on vient vous dire non, vous n'êtes pas éligible, ou on vient expliquer aux patients qui ont des problèmes de spasticité avec la sclérose en plaques qu'on ne peut pas leur donner un médicament qui, somme toute, est dérivé du cannabis et qui coûte 300 € peut-être, ou qu'on va réserver à 300 personnes, et ceux qui sont le 301e, on va lui expliquer, finalement, vous avez plus de chance qu'au tirage parce qu'au ratage, vous l'avez perdu. Donc voilà, c'est inentendable pour les gens. On ne peut pas avoir une société comme ça parce que la cohésion sociale en France, elle est faite sur ça. Elle est faite sur des éléments comme celui-là, l'accès de tous à l'éducation, l'accès de tous à l'expression publique par le vote et l'accès de tous aux soins. Ce sont des choses qui ont construit notre imaginaire, qui ont construit notre façon de vivre et d'être ensemble, et ce sont des éléments de la cohésion sociale. Moi, ce que je peux vous dire, ça sera mon dernier mot, Yves, à ne pas continuer ce socle de cohésion sociale, il n'y en aura plus non plus de cohésion sociale pour faire du profit ou pour faire des bénéfices. Tout le monde sait qu'on ne fait pas de profit et de bénéfices sans cohésion sociale. Donc on a intérêt à préserver notre modèle et à essayer de trouver une solution qui convienne aux uns et aux autres. Alors, commentaire de Laurent Degos, et ensuite je redonnerai la parole à Éric Bézéillac. Merci. Un mot sur l'historique. C'est en 2005 que s'est fait le tournant. Et en 2005, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu l'affaire Vioxx. C'est-à-dire que Merck, qui était numéro 1, a failli mourir par une class action pour un accident donc, dû à son médicament. Et là, j'étais donc en position de voir tous les CEO internationaux, tous les uns à côté des autres. Chacun a pris une décision au niveau international de dire arrêtons de faire des médicaments de grande population, il y a tel risque pour la société pharmaceutique, et faisons que des médicaments de niche. À l'époque, ça s'appelait niche, et heureusement, les cancérologues ont appelé ça personnalisé, ça va beaucoup mieux maintenant, mais ça s'appelait niche. Et donc, il y a eu un grand tournant, et en fait, il fallait que la société puisse vivre et être pérenne. Et donc, si on faisait des médicaments pour 1000 personnes en France, c'est-à-dire 10 000 personnes dans le monde, il fallait que toute la société vive sur ces 10 000 personnes. Et donc, il suffisait de faire juste une division entre ce que l'on attendait comme revenu pour pouvoir avoir une société pérenne et le médicament sur lequel on allait s'asseoir. Il n'y en avait pas 36 à l'époque. Et pour trouver des médicaments qui étaient à 300 000 € par an, notamment Soliris. Et alors, chose qui était assez étonnante, c'est qu'on pouvait faire une corrélation directe. Si c'était pour 300 personnes, c'était 300 000 € en France. Si c'était pour 3 000 personnes, Glivex, c'était 30 000 €. C'est pour 30 000 personnes, c'était 3 000 €. Le tout faisait 1 milliard. Donc l'innovation coûtait 1 milliard jusqu'au jour où est arrivé, en fin de compte, Sofosbuvir. Mais on était un peu habitué à ce genre de somme et qui permettait, en fait, d'apporter une pérennité aux sociétés qui fabriquaient ces médicaments, puisqu'ils avaient abandonné les grandes populations. Éric ? Oui, le monde change, c'est ce qu'on a dit beaucoup ce matin, je crois, et on voit arriver cette innovation qui fait changer les paradigmes. Nous, on regrette souvent, industriels, d'être jugés à l'aune d'un passé, même récent, alors qu'on a le regard fixé sur l'avenir. C'est notre obsession. L'avenir, c'est quoi? C'est un flux extrêmement accéléré d'innovations thérapeutiques qui vont arriver. On parle de révolution thérapeutique. Les enjeux, vous l'avez vu, sont ceux de la guérison pour l'hépatite C, c'est ceux de la chronicisation pour le cancer, transformer une maladie mortelle en maladie chronique. C'est ça, les enjeux. Et puis pour moi, il y a un troisième enjeu qui est une vraie piste de réflexion dans le terme de soutenabilité. C'est que toutes ces innovations, ou la plupart, ont en commun d'avoir un effet structurant formidable sur l'organisation des soins. C'est probablement aussi pour ça qu'elles font peur, d'ailleurs. Hein ? Mais cet effet structurant sur l'organisation des soins, qu'est-ce qu'on en fait ? On a mené au LEM une étude avec Jalma cette année formidablement intéressante qui a consisté à regarder ce qu'il était advenu
de l'introduction des anti-TNF-alpha dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde en Allemagne versus la France entre 2004 et 2007. Les produits ont été introduits en même temps. Eh bien, en 2007, quand on fait les comptes, l'Allemagne a réussi à diminuer de 5 points le coût de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. La France, 0,5, l'épaisseur du trait. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, eh bien, on a transféré 90% des patients en ambulatoire. En France, 60% sont traités à l'hôpital. Donc cet effet structurant, cette efficience sur l'organisation des soins, c'est aussi un des formidables enjeux de l'économie du médicament de demain. Qu'est-ce qu'on en fait ? Bien, merci. Alors peut-être Agnès Buzyn ou Dominique Polton. Alors Dominique Polton, allez-y. Ajouter dans les déterminants qui font le prix d'un médicament, qui font qu'un médicament est cher. On dit, bon, il y a les coûts de recherche-développement, ils ont augmenté au cours du temps, 1,5 milliard, etc. On est d'accord. D'ailleurs, ce n'est pas tant pour d'une certaine manière, rembourser ces coûts que pour accumuler pour les recherches futures. Mais donc là, il y a toute la question, là, finalement, si ça coûte cher, est-ce qu'on peut faire la transparence là-dessus ? Il y a un deuxième élément que souvent les industriels mettent en avant, c'est de dire, mais nos médicaments ont une énorme valeur. C'est ce que vous dites, quand on dit un médicament qui guérit, finalement, c'est quand même, je veux dire, ça a une valeur considérable pour la société, pour les patients, etc. Il y a un troisième aspect quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est malgré tout que le prix, c'est aussi le résultat d'un rapport de force entre un acheteur et un vendeur, et qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est un peu comme, si vous voulez, de certaine manière, le prix de l'iPhone, personne ne peut le discuter aujourd'hui, et parce qu'il y a un marché pour ça, il y aura suffisamment d'acheteurs à 800 ou 1000 euros pour les, si j'ai bien compris, pour les derniers. Je ne suis pas une grande fan de nouvelles technologies, mais, et donc, d'une certaine manière, on est quand même dans une situation aujourd'hui où il y a des industriels qui sont mondiaux face à des acheteurs qui sont des pays dont aucun, à part les États-Unis où se forment les prix et qui n'ont pas de régulation quand même, dont aucun ne pèse une part de marché telle qu'ils puissent. Bien sûr, chacun négocie des clauses, chacun négocie des remises, mais fondamentalement, je veux dire, les pays sont quand même très finalement sur un marché où ce sont des acheteurs en concurrence face à des industriels mondiaux. Alors, merci. Agnès Buzyn, commentaire. Oui, je voudrais commenter sur le fait que le débat sur le prix qu'on a vu apparaître dans les médias, pour moi, a mal commencé. C'est-à-dire qu'il est parti sur l'idée qu'il fallait payer le prix d'une molécule, son coût de production. Il est évident que ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit réellement de payer au prix fort, si besoin, l'efficience d'un produit par rapport à une maladie donnée. Donc, on citait tout à l'heure l'hépatite C. Il est évident que l'efficience de Sovaldi est excellente et personne ne me remet en cause quelque part. Après, on peut jouer à la marge sur ce prix-là, mais le fait que c'est un médicament qui est efficace, qui va guérir des gens. À l'inverse, il y a eu des abus dans le passé. Je vais parler d'une molécule que je connais bien, qui est le Glivec. Le Glivec, parce que vous parliez du fait qu'il faut intégrer la réorganisation des soins qui va derrière. Le Glivec, son prix a été fixé parce qu'il guérissait, enfin, il chronicisait une leucémie aiguë chronique qui, jusqu'à présent, était greffée. Et on a dit, on paye le Glivec, le coût annuel de traitement du Glivec doit représenter celui d'une greffe de moelle. Le problème, c'est qu'en fait, des patients vivaient, la file active de patients a été multipliée par 10, 20, 30 en 15 ans. Le prix du médicament n'a pas bougé et on paye en fait ces patients qui prennent du Glivec pendant 30 ans au prix d'une greffe de moelle par an, ce qui n'était pas non plus ce qui était prévu dans la vie et dans la trajectoire de santé de ces personnes-là. Donc il y a quand même des abus. Puis je voudrais revenir sur les problèmes d'efficience et sur les problèmes de ce qui crée le prix d'un médicament. J'ai été troublée quand je regarde très précisément les produits du cancer de voir que le bevacizumab, par exemple, qui est sorti en 2004, on le payait $50 000 pour 5 mois de vie gagnée. L'ipilimumab, 5 ans après, on le paye $120 000 pour 4 mois de vie gagnée. Je ne suis pas sûre que la production, le coût de la R&D ait été multiplié par 2,5 en 5 ans. Donc il y a bien un problème qui est lié à la mécanique de fixation du prix du médicament à l'international. Et à mon avis, il y a deux problèmes. D'une part, le fait qu'une innovation est systématiquement payée plus cher que son comparateur. C'est un système qui fonctionnait extrêmement bien quand il fallait valoriser l'innovation, mais en cancérologie, par exemple, où l'innovation va très très vite, elle s'accumule. Mathématiquement, on a des coûts du médicament qui deviennent totalement déconnectés de leur valeur ajoutée. Et puis, il y a le deuxième problème que citait Dominique Polton, qui est le fait que le prix initial est fixé dans un pays sans régulation, où l'efficience n'est pas étudiée,
où ça part aux États-Unis d'une simple négociation entre l'industriel et les assureurs, et où en plus le médicament n'est pas accessible à tout le monde. Alors qu'en Europe, nos systèmes de santé solidaire, ils remboursent pour 100% des malades en France, et on part d'un prix fixé aux États-Unis. Et ça me pose problème. Il y a un modèle économique du médicament qui est global, qui est mondial, bien sûr. Mais vous le savez, il n'y a pas de lien entre le prix fixé aux États-Unis et le prix européen. Les gaps sont extraordinaires. Ils se sont creusés d'ailleurs. Je lisais une étude tout à fait récemment qui les estimait à 70%. Ils étaient de 30% il y a quelques années. Donc il y a un formidable fossé. Et l'Europe, et la France en particulier, a une logique de fixation du prix qui lui est propre. Alors, de ce point de vue-là, et moi je pense que pour être un peu dans la solution, dans la construction, tout ce que l'on dit qui reflète l'extraordinaire complexité à traiter de ce sujet, moi m'amène et nous amène collectivement, du point de vue des industriels, au fond à considérer que le prix du médicament, ça ne peut pas être autre chose que le fruit d'une transaction. Vous l'avez dit, madame. Et une première question intéressante à poser, si on part du principe que le médicament, c'est le fruit de la confrontation de plusieurs perspectives, c'est qui sont les acteurs légitimes autour de la table pour poser ces perspectives. Alors, il y a bien sûr celui qui vend le médicament, c'est-à-dire l'industriel. Il y a aussi celui qui l'achète. En France, c'est un régulateur, c'est le CEPS. Et moi, je ferais volontiers émerger dans cette discussion un troisième acteur, parce qu'il s'est imposé lui-même. Je ne dis pas que ça nous a fait plaisir, mais il faut le regarder en face aujourd'hui, c'est la société. C'est elle qui nous interpelle dans les médias. Et à partir de là, si on se demande, au fond, pour essayer d'élaborer sur l'idée d'un juste prix, ce qui est un non-sens économique total, mais juste au sens de justice, d'équité plus que de justesse, eh bien, le juste prix serait le prix qui prendrait en considération les attentes et les contraintes de ces trois acteurs. Très rapidement, l'industriel, vous savez, son attente, quand il négocie le prix d'un médicament, c'est de maximiser ses profits. Sa contrainte, c'est-à-dire le prix en deçà duquel il n'acceptera jamais d'aller, c'est celui qui ne lui permettrait pas de continuer à réinvestir dans de nouvelles innovations. Ça, c'est clé. Du côté des régulateurs, l'attente, c'est quoi? C'est d'en avoir pour son argent. Voilà pourquoi moi je pense, comme ça a été dit aussi, que la valeur thérapeutique ajoutée d'un médicament, c'est cardinal dans la fixation d'un prix des médicaments. Vous imaginez, comme certaines associations le proposent, si on retirait ce critère, à ce moment-là, les industriels iraient vers les plus rentables, pas vers les plus utiles. Et c'est quoi la contrainte de l'acheteur? C'est évidemment la soutenabilité dont on va parler plus tard. Je termine juste parce que le dernier acteur qu'on a introduit, il est intéressant à entendre. Il nous dit quoi en termes d'attente? Son attente, c'est l'accès. C'est l'accès. Et ça, il faut reconnaître que c'est une notion sur laquelle on n'a pas suffisamment réfléchi. Et moi, je veux dire à Christian, mais il le sait, que les industriels sont prêts à dire très fort avec lui que l'accès ne peut pas être la variable d'ajustement du système pour tous les patients qui ont besoin d'innovation. Et la contrainte de cet acteur qu'est la société, elle est plus dérangeante pour les industriels. C'est ce que j'appelle l'élasticité psychologique de la société au prix. Ce qui fait que si je vais tout à l'heure chez la boulangère de Chamonix demander une baguette de pain et qu'elle me dit c'est 45 €, monsieur, je pars en courant, sans lui demander son business model. Il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là. Et là, ça me renvoie à la notion de démocratie sanitaire qui t'est chère. Et je crois qu'il faut aussi avoir le courage d'en parler. Donc, le juste, à mon avis, et je finis là-dessus, pour moi, faire progresser le débat sur le juste prix du médicament, c'est s'interroger sur ce en quoi il faudrait mieux satisfaire l'ensemble de ses attentes et de ses contraintes. Bien, alors, Éric Bazillac connaît bien une bonne dialectique, ce qui nous permet, il a quelque part repris le plan de ce qu'on va discuter cet après-midi. Donc on va parler d'abord, et c'est bien pour l'audience de savoir qu'on va parler de la soutenabilité, on va parler variable d'ajustement et puis on va parler du futur. Alors je vous propose qu'on parle de soutenabilité maintenant. On a fait un premier tour. Je ne demande pas immédiatement à Christian Saout ce qu'est un juste prix pour la société. On lui posera la question tout à l'heure. Alors, Dominique Polton, soutenabilité. Alors est-ce qu'on va vraiment dans le mur ou est-ce qu'en définitive, on peut absorber tout ça ? Alors d'abord peut-être dire qu'aujourd'hui les médicaments, puisqu'on a fait beaucoup d'autoflagellation sur la matinée sur notre système, etc., mais quand même aujourd'hui on se les paye. Je veux dire, aujourd'hui on y a accès.
Même la France a quand même un système avec les autorisations temporaires d'utilisation, donc des systèmes qui permettent d'avoir le médicament avant même qu'il ait l'autorisation de mise sur le marché, qui est quand même un système d'accès précoce. Et quand on regarde par exemple le sofosbuvir, alors je sais bien que Christian me démentira sur compte tenu de la population qui pourrait y avoir accès, mais on est quand même le pays, quand on a regardé les ventes par rapport à nos voisins, on est le pays où le sofosbuvir est arrivé en premier et où il a été le plus massivement introduit, le plus rapidement. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je peux dire que la première année 2014, c'est tout à fait clair que la France a été très au-dessus des autres. Parce que la France, comme l'Allemagne, d'ailleurs, on l'a dit ce matin, la valeur accès est quand même très très forte. Et d'ailleurs, tout notre système d'évaluation est fondé là-dessus, c'est-à-dire sur l'idée qu'on regarde d'abord si c'est un bon médicament. Et la commission de la transparence de la HAS dit est-ce que ça vaut le coup de le prendre, est-ce que ça vaut le coup de le rembourser, qu'est-ce qui fait de mieux par rapport à ce qui existe déjà. Et après, on regarde le prix, ce qui est quand même bien le signal d'un pays qui dit d'abord je veux ce médicament, je pense qu'il est intéressant pour ma population, avant de discuter des conditions économiques. Ce qui d'ailleurs rend parfois difficile, je pense, la négociation, mais passons. Donc, si vous voulez, on est un pays où l'accès est quand même aujourd'hui, et je pense qu'on peut s'en féliciter parce qu'on l'a fait quand même, y compris en absorbant effectivement l'onde de choc de Sovaldi, puis toute une série de médicaments anticancéreux actuels, qui sont quand même aussi des coûts très importants pour le système. On l'a fait en respectant des contraintes financières qui sont de plus en plus serrées. Et on a fait les deux, c'est-à-dire qu'on a respecté l'ONDAM et on a quand même introduit les innovations. Donc on peut, je pense, quand même se satisfaire collectivement, même si c'est peut-être pas parfait, déjà de cette réalisation. Est-ce qu'on peut... On le fait pourquoi ? Parce que je pense qu'on fait des gains de productivité dans le système. Donc ces gains que vous appelez de vos voeux, se réorganiser, quand même, je pense qu'on arrive à introduire l'innovation parce qu'en partie, on les fait déjà. C'est-à-dire que ce soit effectivement... Alors bien sûr, il y en a encore beaucoup à faire, mais que ce soit par exemple le fait d'utiliser plus les génériques pour pouvoir financer l'innovation. On a vu ce matin que l'Allemagne a été beaucoup plus rapide que nous dans le fait de se saisir de cette opportunité, de dégager des marges de manœuvre pour financer de nouveaux produits. On peut le faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui, mais on l'a déjà commencé à le faire. Et je pense que ça fait partie de ces gains qu'on peut faire pour essayer de redéployer ces sommes sur des médicaments utiles. Maintenant, je pense que si on veut que ça soit soutenable, si on veut garantir l'accès des médicaments utiles pour les populations, il me semble qu'il faut tabler sur 3 choses. Premièrement, une évaluation qui doit être quand même exigeante, c'est-à-dire une évaluation de la vraie valeur ajoutée, ce que la HAS appelle la quantité d'effet, c'est-à-dire l'efficacité, la tolérance, mais de manière vraiment en regardant de manière très critique, y compris les essais cliniques, leur transposabilité en vie réelle, etc. Donc l'évaluation doit dire aussi pour quelle population il faut le faire, ça c'est la première chose. Deuxièmement, malgré tout, des prix raisonnable. Les prix raisonnables, ça veut dire que quand les indications augmentent, il faut aussi pouvoir rediscuter des prix, il faut pouvoir... Bon, oui, mais donc ça veut dire qu'il faut quand même arriver à des... On y reviendra à dire, parce que si les prix ne sont plus soutenables, de toute façon, il n'y aura plus non plus d'innovation et il n'y aura plus de solvabilisation de ce marché. Hein. Donc des prix raisonnables. Et puis, troisièmement, un usage raisonnable. Parce que aussi, si vous voulez, en France, quand même, on est d'assez... On a une prescription médicamenteuse qui reste assez élevée en volume, mais surtout qui recourt énormément aux innovations, dont beaucoup d'études montrent quand même qu'il y a des cas de mésusage. Alors je parle d'ailleurs pas tellement là pour le coup d'innovation, mais plutôt des médicaments assez larges dans des pathologies comme le diabète, c'est-à-dire des médicaments qui sont utilisés hors AMM ou hors des indications que la HAS estime des indications utiles pour les patients. Et donc, si vous voulez, si on ne couple pas ça avec un usage raisonnable de ces innovations, effectivement, on aura plus de mal à se les payer. Mais c'est vraiment la somme des 3 qu'il faut essayer de rechercher. Mais en pratique, si on regarde les chiffres, au cours de l'année 2015 et le début de l'année 2016, est-ce qu'on a vu un dérapage particulier ? Je veux dire par là qu'on a des produits qui, pris isolément, sont excessivement chers et qui apparaissent bien trop chers, mais globalement, à l'arrivée, est-ce que ces prix, ces produits, y compris le sofosbuvir, ont commencé à détruire le système ou pas ? Non, c'est ce que je viens de dire, en fait, mais on l'a quand même, senti passer, si je puis dire. Le sofosbuvir, on le voit dans les dépenses d'assurance maladie, mais on a réussi. Mais globalement, l'enveloppe a été maintenue. On a réussi à l'absorber. Pour le dire même en chiffres, pardonnez-moi, le chiffre d'affaires du médicament remboursable est en décroissance depuis 4 ans. Il faut le dire, avec une exception, même depuis 6 ans, vous avez raison, avec une exception qui a été le pic 2014, mais ce que nous montrent les chiffres aussi, on est repassé en décroissance dès 2015. Donc la bosse de l'hépatite C a été absorbée en 1 an, en 18 mois. Hein, exactement. Donc vous voyez,
C'est aussi parce qu'on a prévu des mécanismes des clauses conservatoires qu'on arrive à ce résultat-là. Donc, moi, ce que je voudrais poids de la dire, régulation. pour aller un peu plus loin que Dominique, mais dans le même sens, c'est que, au fond, depuis ce matin, on n'a parlé que des rétroviseurs. Ouais, tout le monde était au garage, je ne sais pas pour quelle raison, mais moi, je connais des magasins où il y a des longues vues, des jumelles. Hein. Il suffit d'aller les acheter. Le problème, c'est qu'on ne les a pas activées. Personne n'a demandé à l'adresse qu'est-ce qu'elle voyait. En matière d'évolution des prix. Qu'est-ce qu'on voit dans le viseur à 5 ans devant, à 10 ans devant? On n'a pas demandé à la Cour des comptes, on n'a pas demandé à France Stratégie. France Stratégie, je croyais que c'était pour faire de la stratégie. Bah, il n'y a pas un papier sur c'est quoi les faits. Les éléments qu'on a sont ceux que vous connaissez qui ont été produits par l'INCa dans le seul domaine du cancer et pour quelques molécules. Mais à part ça, on parle d'un truc qu'au fond, on n'appréhende pas bien. Alors, on arrive, comme ça a été dit, à le gérer, entre guillemets, à la petite semaine ou à la petite année, en capant les dépenses, etc., etc., mais au prix de choses qui, pour nous, du côté des citoyens, du côté des patients, ne nous paraissent pas acceptables et qui sont le fait qu'on a déjà commencé à rationner un certain nombre d'accès, à limiter un certain nombre d'accès. Alors, on y viendra peut-être un peu plus loin dans la discussion, mais c'est ça qui nous paraît... bien sûr qu'on arrive à l'équilibre, mais moyennant le capage de la dépense d'un côté, et de l'autre côté, la raréfaction de l'accès pour tout un tas d'autres pathologies qui posent pour le coup des vraies questions d'équité, et pourquoi lui, pourquoi pas moi, et des batailles de pathologie contre pathologie, et même pas de pathologie contre pathologie, mais je vous rappelle, ce matin, on a entendu un monsieur qui était parti quelque part de l'autre côté de la Manche inviter les fumeurs à se regarder eux-mêmes. Bon, est-ce qu'on a envie de ça ? D'un affrontement entre Français, ta pathologie est plus horrible que la mienne, et c'est forcément mon médicament à moi qu'il faut prendre. Parce que c'est ça la thématique qu'on voit avancer dans tous les partis politiques, dans tous les courants qui s'expriment aujourd'hui autour de la présidentielle, c'est on ne pourra pas tout payer, mais alors on paiera à qui? À moi, à toi, à lui, à elle? C'est ça le sujet qui est posé, et qu'on a déjà commencé et je viendrai tout à l'heure avec quelques exemples, à montrer comment on a déjà commencé à faire des choix dont, au fond, on n'a pas demandé l'agrément de la société. Sûrement. Mais juste, je voudrais revenir à ce matin. Moi, je veux dire que j'ai bien aimé le médecin qui disait aux gens, regardez ici, vous occupez tous de santé, et vous êtes tous, pas tous, mais 25% des médecins qui fument. Ouais, c'est quand même, c'est des choses... C'est fun, je ne vais pas lui en vouloir, c'est le genre scores. d'effet que je peux faire moi-même. Oui, d'accord, mais c'est quand même une réalité. Alors, Agnès Buzyn. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Christian Saout, parce que c'est très important. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, notre système de santé n'est pas aujourd'hui menacé par le prix des médicaments. Mais on commence à toucher des questions, vous avez dit d'équité, moi j'appellerais ça d'éthique. Parce que quand on a des médicaments du cancer, et Dieu sait que je les ai défendus, parce que je pense que l'innovation incrémentale, elle fait gagner 1 point de survie des patients atteints de cancer chaque année depuis 30 ans. Et que si on a des taux de survie tels qu'on les a en France, c'est grâce à ces innovations incrémentales. Mais quand on a des médicaments qui coûtent 150 000 $, et on va avoir maintenant des bithérapies qui vont être autour de 150 000 € par an en bithérapie pour un mélanome métastatique, qui font gagner en médiane 3 à 4 mois de survie, même si certains patients en bénéficient plus que d'autres. Mais parlons de la médiane. Les autres pathologies commencent à nous dire pourquoi ces ressources sont-elles affectées uniquement à ces patients-là? On en a assez de vos patients cancéreux. Moi, je l'ai entendu dans des réunions où je représentais l'INCa. Et donc, on commence à toucher du doigt la répartition saine des ressources. Ça n'est pas le prix en tant que tel. Oui, j'entends ce que dit Madame Buzyn, et moi j'aime bien la manière dont vous abordez le sujet, c'est-à-dire par l'éthique, mais ça nous ramène à ce qu'on disait en introduction. D'abord, vous citez un prix en dollars, donc c'est un prix américain. Je vous renvoie à l'effet de désescalade qu'il y aura quand il deviendra un prix européen. Et puis je vous renvoie à ce qu'on disait en introduction de notre propos, c'est-à-dire à la dynamique des prix. On parle là de prix à l'entrée. Tout ça va évidemment aller en diminuant dans le temps. Pour moi, le vrai sujet de la soutenabilité, j'allais dire le vrai scandale de la soutenabilité, c'est celui qui apparaît, ou plutôt qui n'apparaît pas, dans les chiffres du PLFSS qu'on va demander à nos parlementaires de voter dans les prochains mois. On a accepté une augmentation de l'Ondam général à 2,1%, très bien, mais quand vous regardez ce qu'il advient dans ce contexte, ce que l'on dit tous depuis ce matin, de retour de l'innovation thérapeutique, ce qu'il advient de l'Ondam médicaments, c'est-à-dire du budget des médicaments, eh bien, c'est la décroissance. Alors, il y a pour les connaisseurs un taux de contribution qu'on appelle le taux L qui régule le marché. Très habilement, le gouvernement fait un tour de passe-passe cosmétique pour transformer notre L-1 en L
2 à l'hôpital et 0 en ville, quand vous faites le calcul, ce sera la même pression de régulation. Donc le vrai scandale, il est là. On a affaire à des politiques qui n'assument pas l'innovation thérapeutique dans notre domaine, qui est le domaine de la santé, sur lequel cette innovation est particulièrement dynamique dans les années prochaines. Alors, Dominique Polton. Je voudrais conforter ce que disait Agnès à l'instant sur un exemple précis, parce que je me souviens d'ailleurs que nous étions ensemble dans une réunion où quelqu'un a pris à partie justement le cancer comme étant une pathologie qui fait l'objet de beaucoup d'innovations financières. Et cette personne, c'est pas un hasard, c'était un psychiatre. Et ce matin, vous savez, il y a eu dans la discussion sur l'Allemagne, quelqu'un qui a dit « Oui, je trouve que la France n'est pas si innovante que ça, par exemple, dans le domaine de la prise en charge de la dépression. Il n'y a pas beaucoup d'utilisation de nouvelles technologies. Nous, on utilise beaucoup ça, etc. » Mais de manière générale, moi, je pense que le médicament fait plutôt partie des secteurs sur lesquels l'innovation est considérée comme absolument sacralisée, logique, on ne peut pas ne pas l'avoir, etc. Mais il y a plein de secteurs où ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça se fait à bas bruit, mais honnêtement, je ne pense pas que le secteur du médicament, même si globalement... Il faut s'en donner les moyens, Madame Polton. Il ne suffit pas de le dire. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup l'œil fixé pour dire est-ce qu'on va pouvoir se payer les innovations médicamenteuses? Oui, il faut absolument se les payer, etc. Tout le monde pense qu'il faut absolument se les payer. Mais on ne parle pas beaucoup de certains secteurs qui sont quand même moins, où finalement, il y a aussi des problèmes d'accès quand même. Alors, je voudrais vous poser une question, ensuite je donne la parole à Laurent Degos. Question concernant, Éric Bazelak a évoqué la dynamique des prix. Quelle est la réalité des baisses de prix secondaires pour les produits? Là, je parle vraiment des produits chers, les produits qui ont leurs indications qui s'étendent, avec une population cible qui s'étend, les deuxièmes indications, troisièmes indications en cancérologie. Quelle est la réalité de la dynamique sur les prix? Est-ce qu'ils baissent réellement à la hauteur de cette augmentation de volume, ces augmentations de volume? À laquelle il est difficile de répondre parce que ce sont des accords, enfin vous savez, il y a des prix officiels et puis il y a des systèmes de remise qui peuvent être quand même parfois assez élevés pour des prix qui rentrent sur le marché. Dans un certain nombre de cas, ces remises sont converties en baisse de prix. Il y a de toute façon au bout d'un moment des baisses de prix quand les produits sont génériqués, mais tout ça est quand même, comme dans tous les pays d'ailleurs, négocié entre les industriels et le CEPS, et on connaît le montant total de ces remises, mais on ne connaît pas les accords un par un. Ce sont des accords confidentiels, c'est comme le cas dans beaucoup d'endroits. Donc j'ai du mal à répondre précisément à votre question. Mais sur le plan du prix facial, on peut répondre assez exactement à ta question, Yves, en regardant l'accord cadre. Si on parle d'innovations qui sont couronnées par une ASMR 1, 2, 3, pas facile, c'est très peu d'entre elles, il y a ce qu'on appelle une garantie de prix européen qui protège le prix dans un couloir européen pendant 5 ans. Ça a une vraie logique, ça, et ça a un vrai sens en matière d'attractivité. Ça veut dire qu'effectivement, quand on a fait les efforts d'investissement que je décrivais tout à l'heure, eh bien, il faut au moins sécuriser une aire sous la courbe. Il faut sécuriser une rentabilité pour la clarté du débat. Et après 5 ans, le prix diminue. Alors, non, mais pour la clarté du débat, si dans les 5 ans arrive une nouvelle indication qui triple le marché, est-ce qu'on reste au même prix ? L'accord cadre te dit aussi très exactement que le prix est renégocié à chaque extension d'indication et il y a des règles qui sont données. S'il y a une augmentation considérable des volumes, l'accord cadre dit significative, il peut y avoir révision du prix à la baisse. Maintenant, je voulais juste répondre parce qu'on a cité le nom d'un médicament tout à l'heure, Glivec pour ne pas le nommer, très, très rapidement. Glivec, je crois, a obtenu quelque chose comme 4 ou 5 ASMR 1. Donc à chaque fois qu'on obtient effectivement une extension d'indication qui est reconnue comme une innovation, on ne peut pas avoir mieux. Eh bien, effectivement, il y a augmentation de cette garantie de prix. Mais j'allais dire, c'est la moindre des choses. Agnès Buzyn. Je ne vais pas rebondir sur le Glivec, mais le Glivec a entraîné une augmentation de la file active des patients parce qu'il était efficace, qui a été incroyable. C'est-à-dire que les patients qui mouraient tous en 5 ans se mettent à vivre normalement et sont traités pendant 30, 40, 50 ans. Donc c'est quand même ça qu'il faut prendre en compte. Et les renégociations de prix, elles n'ont pas eu lieu sur la même base, sur cette base-là, qui est une file active de patients immense, alors que c'était un médicament développé comme un médicament orphelin dans une niche. Je voulais rebondir sur les questions d'extension d'indication. C'est quand même un sujet pour nous, vu de la HAS, où on est très, très sensible à la valeur ajoutée du médicament. Et il y a quand même actuellement une tendance à développer des médicaments en cancérologie sur des niches et sur des pathologies sur lesquelles le médicament est extrêmement efficace. Je pense au mélanome métastatique pour certains médicaments notamment. Et puis, progressivement, ce médicament qui est développé pour 1500 malades par an, il va avoir une extension d'indication pour
10 000 malades par an, 20 000, 30 000, c'est le cas de l'immunothérapie actuellement, avec en fait une efficacité, une valeur ajoutée et une efficience qui n'a plus rien à voir avec l'efficience qui avait été observée dans le mélanome métastatique, c'est-à-dire l'indication numéro 1. Et donc moi, ça me pose la question, plutôt qu'une réduction globale des prix, de réfléchir maintenant à des prix par indication. Parce que devons-nous payer le même prix un médicament qui entraîne 3 ans de survie ou 2 mois de survie supplémentaire? Laurent Degos. Pour revenir donc à cette possibilité de savoir si la société est prête à payer ou pas payer, puisqu'en fait, quand on est là, c'est-à-dire qu'on est passé d'une acceptabilité des assureurs à peut-être une acceptabilité des clients, comme on a dit. Voilà. Donc, il y a là peut-être à réfléchir sur ce qu'ont fait les pays voisins sur ce sujet. Et on va prendre l'exemple de Sofosbuvir, c'est le plus évident. Quand Sofosbuvir est arrivé, la France a dit « je prends ce médicament pour les cas graves ». Donc on a dit grave, c'est-à-dire F2, c'est-à-dire fibroscan numéro 2 et 3 et 4. Quand on regarde ce qu'a fait la Grande-Bretagne, sa première réaction a dit « je ne prends pas ce médicament ». Et quand on regarde l'Allemagne, elle a dit « je prends ce médicament pour les malades qui sont déjà très bien traités par les médicaments précédents et pas pour ceux qui en auraient vraiment besoin », ce qui a étonné tout le monde. Eh bien, là, on voit 3 réactions, parce qu'ils n'étaient pas préparés, en fait. Ni les uns ni les autres n'avaient de veille et ont reçu en pleine figure donc, un médicament qui correspondait à l'époque 70 000 euros pour 200 000 personnes, c'est-à-dire 14 milliards d'un coup. Donc la question était de se dire pourquoi 3 pays voisins ont eu 3 réactions totalement différentes. La France, elle base tout sur l'égalité. L'égalité des chances des patients face, en fait, compte à la possibilité d'un traitement. Et donc, on a donné ce traitement aux personnes qui en avaient besoin, les plus graves. La Grande-Bretagne, c'est l'utilité. Utilitariste, avec 14 milliards, je peux construire 100 hôpitaux, je peux faire 10 000 écoles, je peux faire, etc. Et donc, pourquoi payer ce prix-là? Donc, je ne le prends pas. Et l'Allemagne, pourquoi a-t-elle cette réaction? Sa valeur sociale, ce n'est ni l'égalité, ni l'utilité, c'est la responsabilité. On l'a bien vu ce matin aussi. Et donc, ils ont dit, l'industriel nous a présenté des essais randomisés pour les cas qui étaient déjà bien traités. Elle nous a présenté des observations pour les cas qui pourraient avoir ce médicament. On n'accepte que les essais randomisés, donc on ne le prend que dans ces conditions. Donc on voit qu'il y a 3 valeurs sociales importantes, donc l'égalité, la responsabilité et l'utilité. Et ça entraîne le fait que la France joue beaucoup plus sur le volume, donc l'usage, le bon usage, l'indication, etc. Là, on travaille sur ce sujet. La Grande-Bretagne travaille beaucoup plus, en fait, compte sur le remboursement, c'est l'utilité. Dès l'entrée, on prend, on ne prend pas. Et l'Allemagne travaille beaucoup plus sur le prix. On a vu ce matin, ils ont même tourné complètement kazakh depuis 2010 dans leur évaluation. C'est le prix qu'ils négocient. Donc, 3 leviers pour 3 pays différents. L'un, c'est le volume, l'autre, c'est le remboursement, le troisième, c'est le prix. À partir de 3 valeurs sociales qui sont l'égalité, l'utilité et en fait, la responsabilité. Donc, c'est intéressant de voir que l'acceptabilité de la population n'est pas la même d'un pays à l'autre. Tout à fait. Et donc, comme la France, c'est l'égalité, comme la France, c'est le volume, la France, c'est aussi les populations cibles. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque de diminuer de manière artificielle les populations cibles? Non, je vais répondre parce que c'est très important que la HAS rappelle ses valeurs fondamentales. Donc, je crois que les valeurs fondamentales, c'est l'accès aux soins, c'est l'égalité de l'accès aux soins sur une base d'efficacité scientifiquement prouvée. Je réaffirmerai toujours que la restriction de l'accès aux soins ne sera pas un mode de régulation pour la HAS. Voilà, ça c'est absolument fondamental. C'est le patient avant tout qui doit, s'il peut bénéficier d'un médicament, y avoir accès. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on doit se poser la question d'un nouveau mode de régulation des prix. Parce qu'aujourd'hui, notre seule variable d'ajustement, on le sent bien, c'est la régulation par l'accès. Et on a beau afficher que ça ne sera pas le cas, il y a des moyens pour que ça aboutisse quand même. Donc si on ne se pose pas la question de la régulation du système dans son ensemble, aujourd'hui, la France ne dispose que de ce levier. Et je pense que ça n'est pas une chance à long terme. Alors, Christian, et oui, puis j'aurais une question à vous poser. Non, mais je voudrais insister parce que je pense que ce levier-là, effectivement, il a atteint ses limites, ou en tout cas, il commence à montrer ses
ses limites par bien des aspects. Le premier aspect, par exemple, on l'a déjà vu dans les traitements ciblés avec des tests compagnons où on donne le médicament au seul répondant. Mais il y a des gens qui disent, et même si je ne suis pas répondant, je le veux parce que j'ai payé une assurance une assurance publique. Non, mais Laurent, tu peux trouver ça agaçant. Je suis là pour exprimer ce que disent les citoyens. Voilà, donc pas tous les citoyens, mais certains disent ça. Donc On il peut faut faire bien de la pédagogie quand même. On peut faire de la pédagogie, mais en tout cas, il y a probablement un jour, quelqu'un pourra poser juridiquement la question de la perte de chance. On verra ce que ça donnera devant les tribunaux. Le deuxième point, c'est le ciblage sur une certaine population. Quand on fait, par exemple, le sofosbuvir pour un certain nombre de cas, les cas les plus graves, et qu'on ne fait pas l'autre, on se prive d'un outil de santé publique qui est de casser la progression d'une épidémie dans un pays. On aurait pu décider de traiter tout le monde en se disant la France a les moyens d'avoir une politique de santé publique audacieuse et efficace qui consiste à casser une chaîne d'épidémie. Alors ensuite, il y a d'autres restrictions. On voit bien quand même chez le régulateur l'idée d'attribuer le produit pour un certain nombre de personnes. 300, 400, 500. Vous êtes le 301e, au revoir. Vous êtes le 401e, au revoir. Pourquoi le 401e? Ça pose quand même des questions qui sont, vous l'avez dit, des questions éthiques qui ne sont pas brassées aujourd'hui dans l'espace public. Il n'y a pas de discussion autour de ça. On fait ça comme ça en rampant. On s'expose effectivement à des gens qui posent des questions en disant « mais moi je vaux autant que l'autre » ou « ma pathologie vaut autant que l'autre ». Et puis il y a aussi tous les refus de prise en charge qu'on voit arriver aujourd'hui sur la liste en sus avec un certain nombre de coups de rabot, sur des technologies nouvelles comme notamment tous les dispositifs médicaux qui ont du suivi en permanence, qui sont refusés au remboursement. Enfin, ça commence à devenir quand même un peu compliqué de voir qu'on peut rembourser la glycémie en continu en Slovénie et pas en France. Pardonnez-moi, mais c'est un peu troublant quand même. Donc voilà, il y a une vraie question derrière. Alors, je ne suis pas en train de dire que pour autant, il faut augmenter les cotisations sociales, etc. Dominique a esquissé des pistes tout à l'heure. Si on se met d'accord sur ce chiffre, qu'il y a 30% de soins inutiles en France, même si ce n'est pas 30, ce n'est pas grave. Hein. Si on a 20% de 179 milliards d'assurance maladie, ça fait quand même une quarantaine Enfin, ça fait un peu d'argent. Donc avec ça, on peut payer l'innovation. Donc il faut quand même aussi... le problème, c'est comment est-ce qu'on enlève ces soins qui sont qualifiés d'inutiles par les médecins eux-mêmes, pas moi qui les qualifie d'inutiles, c'est eux qui, dans les enquêtes, disent il y a 30% de nos prescriptions qui ne sont pas utiles. Ah oui, c'est un peu ennuyeux, parce que c'est aussi... Alors, c'est avec ça qu'on pourrait se payer l'innovation. Mais en même temps, on sait que ces 30% de choses qui sont inutiles, pas nécessaires, etc., reposent aussi sur des comportements, reposent aussi sur des rentes, reposent aussi sur des chasses gardées, et que c'est difficile de les éliminer de manière à retrouver des marges de manœuvre pour payer l'innovation. Donc, c'est évidemment un sujet compliqué, qui n'est pas arrivé à sa maturité dans l'espace public et qui est, au fond, traité un peu entre gens qui connaissent le sujet, alors qu'il mériterait un ton de vrai choix à faire. Commentaire, Agnès Buzyn? Oui, clairement, Christian Saoud pose la question de l'évaluation et des réévaluations qui ont lieu actuellement sur certains produits de santé, qui effectivement dégradent la valeur ajoutée de certains produits. Il faut aussi que la société accepte que certains produits n'accèdent plus au remboursement parce que leur valeur ajoutée et leur efficience dans le système de santé est faible. On est quand même face à une société très ambiguë, je voudrais juste rebondir, qui veut à la fois accéder le plus vite possible à l'innovation, veut accéder à tout, y compris à des médicaments qui ne marcheraient pas, et qui, le jour où il y a un effet secondaire indésirable, attaque tous les pouvoirs publics et toutes les agences sanitaires parce qu'elle n'a pas fait son travail suffisamment correctement d'évaluation. Donc on est aussi face à cette ambiguïté sur laquelle on a une seule ligne de conduite, qui est la rigueur scientifique. Merci. Éric Oui, Bazillac, puis ensuite Laurent Debouche. dans la rubrique « Quel nouveau levier de régulation pourrait-on trouver ?» On a plein de pistes quand même. Il y en a une qui est une évidence. Et moi, je ne comprends pas comment on puisse encore freiner sur ce sujet. C'est la réévaluation des médicaments en vie réelle. C'est la corrélation du prix à leur valeur constatée en vie réelle.
Et ça a une traduction contractuelle qui est assez intéressante, qui s'appelle les contrats de performance. Les industriels sont prêts à jouer ce jeu-là. Alors je ne nie pas Tous les les difficultés industriels, qu'il y a. tous les industriels, Écoutez, quelques-uns qui sont ceux qui qui se voudraient- portent volontaires. Oui, mais souvent sur des molécules qui sont les plus onéreuses, là où il y a des difficultés à trouver des accords. Et c'est extrêmement vertueux. Et je peux vous dire qu'on a très mal vécu la lettre d'orientation des ministres adressée à Maurice-Pierre Planel, au président du CEPS, qui lui demande de réserver les contrats de performance au cas vraiment extrêmement exigu de médicaments sans autre recours, et à condition que l'assurance maladie ne prenne pas de risque. Donc un contrat de partage de risque sans risque, c'est un peu difficile. Une deuxième idée, le parcours de soins officinal pour les pathologies bénignes, qu'on a appelé peut-être improprement parce que ça fait peur, automédication, mais la médication qui permettrait, ce parcours qui permettrait d'utiliser le pharmacien comme praticien de premier recours, qui viendrait donner des conseils à l'officine, ça peut dégager, on parle là d'économies en centaines de millions d'euros. Une troisième piste qu'on a démontrée, nous, on a fait une preuve de concept sur ce sujet-là, le bon usage. On a dit à la ministre, engagez les industriels, non pas sur l'expédient budgétaire bête et méchant des baisses de prix, mais sur leur capacité à mettre en place des programmes qui corrigeront, par exemple, la iatrogénie médicamenteuse du sujet âgé. Vous savez, les économies qu'on a constatées derrière ce programme, on les a révélées il y a quelques mois, d'un semestre à l'autre, deuxième semestre 2014 versus deuxième semestre 2015, 74 millions d'euros. Je n'en tire pas de conclusion hâtive, il faut attendre évidemment des cours plus prolongés. Et puis enfin, dernier sujet, on l'a dit, les économies qu'on pourrait tirer de l'organisation efficiente des soins. On a un benchmark sur ce sujet à regarder, c'est nos amis d'outre-Manche. Ils ont créé une structure, moi je crois à une structure de pilotage de l'efficience des soins, qui détecte les molécules qui peuvent apporter ce potentiel de réorganisation efficiente des soins, qui les évalue, ou qui suit en tout cas, qui s'assure qu'elles ont été évaluées, et qui s'assure surtout que les réformes organisationnelles derrière sont planifiées. Voilà quelques idées, elles sont nombreuses. Hein. Bien, merci. Le temps passe, il faut qu'on fasse attention. Alors, 2 commentaires rapides, Laurent Degos et Dominique Polton. Et ensuite, je voudrais qu'on passe un tout petit peu de temps, quelques minutes, sur le futur. Oui, je voulais juste te dire qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ce travers qu'on a quand même facilement dans ces discussions-là, c'est de toujours trouver que ça serait tellement facile de faire des économies, d'ailleurs, surtout en général chez le voisin. Mais il n'y a qu'à se baisser pour ramasser 30% des prescriptions inutiles, ou c'est pour les industriels, c'est à l'hôpital qu'il faut réorganiser. Et vous savez, quand vous discutez dans les négociations conventionnelles avec les médecins, ils vous expliquent à quel point on rembourse des médicaments inutiles qui permettraient d'avoir une juste rémunération pour les professionnels de santé qu'ils sont. Et donc, si vous voulez, chacun voit qu'il y a énormément d'économies à faire, surtout chez les autres, et quand même l'expérience montre, parce qu'on essaye quand même tous de faire des gains de productivité, enfin aux endroits où nous travaillons, que quand on arrive à essayer de les faire, c'est pas si facile que ça. Mais je crois comme vous qu'il y a effectivement ce chemin, qu'il faut arriver à faire bouger des choses pour qu'on arrive à faire mieux, moins cher. Mais il faut essayer de pas lancer l'idée que ça serait extrêmement facile de financer l'innovation. Il suffit de se baisser pour ramasser plein d'économies. Non, mais c'est vrai que personne n'a dit ça. Mais pour revenir, oui, tout à fait. Pour revenir, c'est vrai qu'on regarde après, une fois le prix est fixé, on regarde après comment on peut faire des économies ailleurs pour expliquer ce prix. Pour l'instant, c'est la discussion. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait une réévaluation des études post-listing, etc. Et donc, on rentre dans le fait qu'il y a du PPP, c'est du partnership entre le public et le privé, parce que faire ceci, c'est un partnership. Je pense qu'on devrait développer ça beaucoup plus, à la fois dans le post-listing, mais avant. Il faut bien se rendre compte qu'avant, les découvertes aujourd'hui, c'est plus du tout la recherche d'industriel, c'est la recherche académique. On va jusqu'aux phase 1, phase 2 dans le milieu académique. Donc l'industrie a abandonné la recherche. Je peux nous dire parfois que... Donc il y a toute cette partie découverte qui est faite par... Et il n'y a pas de retour sur investissement, notamment en baissant le prix, ce qui pourrait servir à tout le monde, ou même en retour sur l'État qui habite toute cette recherche. Donc ce partnership entre le public et le privé, il faudrait le développer non seulement après, mais aussi avant. Et donc AMI, enfin donc c'est Innovative Medicine Initiative qui est faite entre l'industrie pharmaceutique qui met 2,5 milliards et l'Europe qui met 2,5 milliards, est un bon début. Et je pense qu'il faut qu'on favorise tout ce qui va être en fin de compte, un partenariat entre le public et le privé, non seulement après, comme vous le défendez, mais aussi avant, et qu'on reconnaisse que l'industrie a abandonné la recherche propre pour ne chercher que ce qui se passe dans la recherche académique, et ils achètent de plus en plus en phase 2, s'ils peuvent, pour avoir un bon médicament.
Alors, je voudrais qu'on passe quelques minutes sur le futur et je me tourne vers Agnès Buzyn. En définitive, dans l'évaluation, comment est-ce que vous voyez une amélioration de la situation? Est-ce qu'elle est possible à la fois dans l'évaluation des produits les uns par rapport aux autres et deuxièmement dans la détermination des prix? Alors, on va y travailler. Donc, vous savez que le CSF redémarre avec la mesure 12 qui vise à travailler sur de nouveaux modes d'évaluation des médicaments. Donc, je ne souhaite pas aujourd'hui dévoiler les pistes que nous allons travailler ensemble, puisque c'est évidemment une coproduction avec à la fois les agences de régulation et les industriels. J'ai lancé une piste tout à l'heure qui est déjà un financement par indication, puisque nous sommes capables de voir la valeur ajoutée du médicament par indication et son efficience par indication. On a beaucoup parlé du Sovaldi. Il est extrêmement efficient pour les stades importants de fibrose, mais pour les patients au stade 0 de fibrose, il est très peu efficient. Or, on va traiter beaucoup de monde avec un médicament dont le prix a été fixé sur un niveau d'efficience pour des patients très avancés dans leur pathologie. Donc ça mériterait quand même une réflexion autour de la renégociation. Un budget constant, a dit la ministre. Oui, Pardonnez-moi voilà. de vous couper. Donc, elle a trouvé d'autres mécanismes de régulation, mais intimement, je suis persuadée qu'il faut qu'on travaille sur l'efficience de chaque produit dans l'indication qui est la sienne. C'est une première piste. Le reste, vraiment, est trop prématuré. Bien. Alors, dans un système idéal... Non, mais c'est sûr que tout le monde réfléchit à ces questions de fixation de prix par indication ou de fixation de prix à la performance, mais les pays, par exemple, qui ont mis des fixations de prix à la performance ont du mal à retrouver leur argent. Parce que, et même dans des pays qui ne sont pas des pays qui sont des pays du contrat, pardon, ils ont du mal à ce que le contrat de performance soit honoré. Donc, ça pose des questions de comportement des parties prenantes au contrat qui doivent être très clairement exposées avant. Et pour qu'on n'ait pas des mésusages de ces contrats de performance ou qu'on n'aboutisse pas à dire 2-3 ans après qu'au fond, ça ne marche pas. Et en plus, ces contrats de performance, ils ne marchent que si on a de l'évaluation en vie réelle suffisamment fine. Et ça pose des questions parce que nous, qu'on nous fasse, à nous, patients français, de l'évaluation en vie réelle au fin fond du Burundi ou de la Thaïlande, c'est l'évaluation en vie réelle des patients français qui nous intéressent, des patients européens qui ont des modes de vie comme les nôtres, exposés aux mêmes problématiques que les nôtres. Donc on a besoin de mobiliser soit effectivement de la recherche scientifique, soit de la recherche populationnelle, ou en tout cas des registres qui nous permettent d'apporter la démonstration de l'efficacité en vie réelle. Et là-dessus, on n'est pas encore au point, loin s'en faut. Donc il y a bien sûr que tout ça sont des voies de sortie et qu'il faut les creuser. Sinon, les voies de sortie, ça sera l'indignation publique et la revendication de la licence obligatoire. Donc voilà, je pense que si on ne travaille pas, si on n'avance pas sur des modes de régulation, l'indignation va continuer à progresser parce que c'est inacceptable dans un pays comme le nôtre que de ne pas avoir un traitement pour toutes les bonnes et toutes les mauvaises raisons qu'a indiqué Dominique tout à l'heure. On pourrait avoir aussi, dans certaines pathologies, des crises de nerfs extrêmement aiguës sur l'absence d'innovation organisationnelle, alors qu'elle serait si simple à faire et parfois si peu coûteuse pour apporter un si grand bienfait. Donc, mais on est aujourd'hui sur le prix des médicaments, donc je reste sur ce sujet-là. Je pense qu'honnêtement, il y a des voies de sortie. La transparence sur les prix est aussi une voie de sortie. Moi, j'aime bien quand Eric me parle de la garantie de prix européen, mais la garantie de quel prix? On ne les connaît pas. Enfin, moi, je ne les sais pas, en tout cas. Enfin, non, mais vous, d'accord, mais enfin, on sait très bien que derrière, il y a d'autres négociations que le prix facial. Donc, de quelle garantie de prix on parle? Quelle réduction on a obtenue dans un pays et dans un autre? Donc, je veux bien qu'on parle de transparence d'une garantie de prix européen, mais ce n'est pas des vrais prix. C'est des prix administrés que les marxistes adoraient dans les années 60. Voilà, au bout d'un moment, il faut se calmer. Alors, dernier commentaire de Laurent Degos, et je pense qu'on va arrêter là. Merci. La vocation des marxistes Non, a fait peur. on a soulevé depuis le début, en fait, quand on fera des économies sur l'organisation. C'est là-dessus. Donc on fera moins d'hospitalisation et de ce fait-là, on va gagner de l'argent. En fait, quand on regarde, quand il est arrivé la streptomycine, on a gardé au moins pendant 10 ans les sanatoriums, ils marchaient encore. Ben, après ça, c'est devenu un peu... C'est passé. Mais quand on regarde actuellement pour sofosbuvir, il y a une étude donc, épidémiologique qui vient de sortir où le pic en France d'hépatocarcinome et donc de vrais gros traitements avec des greffes de foie se passera en 2020. Donc on continuera à monter notre taux d'hépatocarcinome jusqu'en 2020, malgré sofosbuvir. Et ça diminuera après.
Le pic pour la Grande-Bretagne, ils ont fait des études d'épidémiologie jusqu'à 2030, ne sera pas encore atteint. C'est-à-dire que ça continuera à monter en Grande-Bretagne. L'Espagne, pourtant, ils ont mis 40 000 boîtes donc 40 000 patients, donc ils ont mis plus que nous. Le pic sera en 2030, ça diminuera ensuite. Et l'Italie, pareil. Donc on se rend compte que chaque pays, en fin de compte, aura une épidémiologie différente et un changement d'organisation différent. On ne pourra pas se copier, on ne pourra pas copier ce que fait l'Angleterre, que vous avez dit, l'Angleterre fait très bien. Mais en fait, chacun doit avoir sa veille, son moyen de changement d'organisation et comprendre ce qui va se passer. Donc il y a là peut-être à réfléchir. Et en fait, on n'a pas du tout ces outils. On n'a pas du tout cela en ce moment pour savoir à quel moment on doit vraiment changer d'organisation et que ce qu'on doit faire à ce moment-là. Bien, mais écoutez, on va arrêter là. Merci aux participants à cette table ronde qui a été dynamique.